de la mondialisation. C'est donc ma deuxième vidéo consacrée à la mondialisation, une organisation générale particulière, une organisation spécifique. Parfois on parle de processus, moi là je préfère parler de une organisation ou plusieurs organisations en parallèle qui sont originales. D'abord une organisation technique. Alors c'est le système standardisé donc des conteneurs. Les conteneurs, donc là au précise, ça a été inventé en 1956, puis ça a été standardisé après, donc il y a plusieurs dates à retenir dans le fait d'adopter donc ces conteneurs pour le commerce de marchandises. On retient les années 50-60, donc il faut retenir que ces conteneurs, ces caisses métalliques sont standardisées, qu'elles sont définies avec précision pour avoir donc les mêmes conteneurs un peu partout dans le monde, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème technique. Alors vous voyez là sur le site de la CGM, donc une compagnie maritime de transport, on vous donne des précisions, on vous dit que donc ces conteneurs est indiqué le code du propriétaire, qu'il y a des chiffres correspondant à des contrôles, qui est précisé la charge, si c'est une marchandise dangereuse, quel est le constructeur du conteneur, et les dimensions donc du conteneur sont évidemment standardisées. Donc le fait que quasiment tous les pays adoptent les mêmes caisses métalliques, eh ben, ça facilite énormément la tâche des transporteurs. Que les conteneurs soient transportés en cargo, en camion, etc., ou même par rapport au train, selon différents modes de transport. Donc une seule organisation technique. Ensuite, une organisation spécifique des entreprises, notamment des multinationales, où on parle de FTN, c'est-à-dire de firmes transnationales. C'est à peu près pareil. Il y a une petite différence, mais je ne l'aborderai pas ici. Alors, exemple, prenons le cas de Toyota. Alors, ma carte date de 2010, elle est un petit peu ancienne, mais là, vous avez une entreprise du secteur automobile qui a fait le choix de ne pas tout sous-traiter, c'est-à-dire que la fabrication de ces produits n'est pas totalement confiée à d'autres entreprises partenaires. Alors, que voit-on ? Au Japon, vers Toyota City, donc on a le siège, le centre stratégique, l'administration qui définit la politique entre guillemets du groupe. En ce qui concerne les finances, eh ben, ils se sont installés à Londres. Londres avec la City, Londres avec la bourse, avec toutes ces banques qui est un pôle financier de la planète. Donc on se localise à Londres. Ensuite, pour ce qui concerne donc les triangles verts, la recherche et développement, on se met aux États-Unis, un petit peu en France, un petit peu a priori en Belgique, en Australie, donc dans des pays riches, dans des pays capables de fournir des ingénieurs, de fournir des chercheurs, des pays qui ont des grandes universités. Et puis la fabrication se fait au Japon quand même, vous voyez 43% de la fabrication se fait au Japon, notamment les modèles un peu plus évolués. Sinon l'Asie, notamment la Chine, produit 26% de l'ensemble. Tandis que les pays là qu'on voit en jaune sont des pays qui font un petit peu de l'assemblage ou fabriquent des pièces détachées. Donc on a une organisation mondiale de Toyota, un peu au Japon, un peu à Londres, un peu aux États-Unis dans les pays riches, également en Asie dans des pays émergents pour la fabrication. Les filiales et l'entreprise se dispersent un peu partout dans le monde, prenant le meilleur de ce qu'offre chaque pays. C'est un peu pareil pour Apple et pour l'iPhone, mais il y a une petite distinction parce que Apple sous-traite nettement plus de choses dans la fabrication de l'iPhone. Donc le point de départ, c'est l'ouest des États-Unis, donc la conception de l'iPhone. Ensuite, vous avez tous les pays qui ont un petit rond orange-jaune qui vont fournir les matières premières, fournir le lithium pour les batteries, fournir la platine, etc. Tous des métaux précieux pour la fabrication de l'iPhone. L'assemblage se fait en Chine où la main-d'œuvre est pas chère et elle est exploitable à merci, j'ai envie de dire. Je suis évidemment ironique vu les atteintes aux droits de l'homme qui se passent en Chine par rapport à la fabrication de biens industriels. Et par contre, vous voyez ces ronds bleus qui fournissent des composants.
On a notamment le Japon où sont fabriquées les batteries, la Corée du Sud où sont fabriqués les processeurs. Donc vous voyez quand même que les pièces importantes de l'iPhone sont fabriquées dans des pays pas forcément en voie de développement, mais des pays où on a une main-d'œuvre bien qualifiée. Et ensuite cet iPhone donc est exporté notamment là vers le rond vert, c'est-à-dire vers la France et vers l'Europe. C'est pour ça qu'on parle du tour du monde de l'iPhone. Donc là aussi, Apple a implanté ou a utilisé des sous-traitants dans différents pays, prenant le meilleur de chaque pays. C'est donc une organisation spécifique des multinationales. Ensuite, au niveau politique, là aussi on a de l'organisation, une organisation originale. D'abord, vous indiquez, voilà, j'y arrive ici, le rôle donc du GATT et de l'OMC. L'OMC donc qui a développé le libre-échange. Avant, ça s'appelait le GATT, General Agreement on Tariff and Trade, excusez-moi pour mon accent. Donc une série de conférences pour abaisser les droits de douane. Donc notamment le Kennedy Round dans les années 60 avec 35% de droits de douane en moins sur les marchandises. Puis après la libéralisation des marchandises, la libéralisation des services. Une petite information, là, voilà, j'y arrive. Vous avez donc quand même maintenant la Chine et l'Arabie Saoudite. Ils sont dans l'OMC de même que beaucoup d'autres pays par rapport à la date du reportage. D'accord. Donc là, vous voyez quelques pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient qui ne sont pas dans l'OMC, qui sont juste membres observateurs en tout cas. Mais c'est maintenant la grande majorité des pays du monde. Au niveau de l'organisation générale, donc on a un conseil général qui est un petit peu un organe exécutif qui prend les décisions, qui commande aux autres organismes, aux autres conseils. Les grandes décisions sont prises en conférence ministérielle, des sommets qui réunissent ces ministres d'énormément de pays du monde. Vous avez donc un conseil du commerce et des marchandises, un petit peu sur la gauche là, un conseil du commerce des services. On a un conseil dédié aux droits de propriété, c'est-à-dire aux brevets. Sachez que l'OMC définit aussi des normes, telles que les normes ISO. Et puis, on a des organes pour administrer les différends, pour gérer les différends, un peu une sorte d'organe judiciaire pour ceux qui ne respectent pas les règles de l'OMC. Donc voici pour l'organisation politique à travers cette organisation mondiale du commerce. Ensuite, vous avez toujours au niveau politique des continents, des sous-continents qui forment des associations régionales, des associations de libre-échange telles que l'Union européenne. Ces associations, vous voyez, elles sont nombreuses. L'ALENA qui est connue en Amérique du Nord, l'Union européenne évidemment, le Mercosur en Amérique du Sud, dont promet un avenir quand même important, un avenir positif, l'ASEAN en Asie du Sud-Est, et puis on aurait pu rajouter ici, parce que la CEI, on n'en parle plus beaucoup, l'Union eurasiatique créée par Vladimir Poutine, avec des pays donc soit d'Europe de l'Est, soit d'Asie centrale. Alors, j'ai listé ici quelques interventions de l'Union européenne pour favoriser la mondialisation et le libre-échange. D'abord, la création d'un marché commun, d'une zone de libre-échange depuis le traité de Rome en 1957, s'est complété par l'acte unique dans les années 1980 qui libéralise notamment les services. Ensuite, la monnaie commune, évidemment, notre euro, géré par la BCE, la Banque Centrale Européenne, favorise les échanges de capitaux et favorise même aussi les échanges de biens et de services, vu qu'on n'a pas d'opération de change à réaliser. On a également la politique agricole commune dès 1957, qui favorise les échanges agricoles, garantit aussi un prix unique aux agriculteurs et favorise aussi les exportations de produits agricoles et intervient à plusieurs niveaux. On a ensuite le programme Erasmus qui favorise les échanges d'étudiants, donc là on est dans la circulation de personnes, tout comme avec l'espace Schengen, qui fait que par exemple si vous allez dans un autre pays de l'Union Européenne, vous n'avez pas de contrôle de douane à la frontière et puis on va généralement pas vous demander de sortir votre carte d'identité. Enfin, j'ai donné d'autres indications là qui sortent même parfois du cadre de la mondialisation et du libre-échange. Le FEDER qui favorise des projets d'aménagement du territoire. Ça peut être également des projets comme des grands axes de transport et des lignes de TGV. Et puis l'Union européenne, je le précise là, même si on sort notre sujet un petit peu, c'est aussi la politique européenne de sécurité et de défense et Europol pour la police.
Donc ces organisations continentales ou sous-continentales favorisent aussi les échanges en tout genre sur des espaces un petit peu plus réduits que sont les continents. Ensuite, dernier type d'organisation qu'on voit apparaître avec la mondialisation, la division internationale du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pays se battent, chacun essaye de se distinguer des autres pour attirer notamment les multinationales, les pays dans ce libre-échange vont se spécialiser. On trouve ce que j'appelle en premier les pays experts. Donc c'est les pays qui ont une main-d'œuvre de qualité, hautement diplômée. Donc ce sont eux qui vont créer les produits high-tech, qui vont faire tout ce qui est haute technologie. Ils ont d'ailleurs des technopoles tels que la Silicon Valley aux États-Unis, donc sur leur sol. Ils s'occupent des services haut de gamme, dont l'expertise avec des cabinets d'avocats par exemple, ou de consultants. Ils prennent en main la recherche, l'innovation, la conception des nouveaux produits. Exemple de pays, la Suède, et on peut citer beaucoup de pays occidentaux. Pour les services bancaires haut de gamme, on a aussi la Suisse. Ensuite, on a les pays fabricants qui fabriquent des produits peu complexes, ou en tout cas de moyenne gamme. Ils gèrent aussi les services simples, essayent de remonter les filières pour rattraper un peu les pays experts. Exemple, les grands émergents, les BRICS, la Chine et l'Inde. L'Inde, par exemple, qui se spécialise dans les services, la comptabilité qui est sous-traitée, ou par exemple les centres d'appel que j'ai évoqués avec vous la dernière fois. Puis la Chine, qu'on dit que c'est l'atelier du monde, souvenez-vous. Ensuite, vous avez les pays fournisseurs qui sont pas forcément très avantagés par la mondialisation. S'ils exportent du pétrole et du gaz, ça va, c'est comme l'Arabie Saoudite, ils en tirent de gros bénéfices, mais ce sont aussi des pays qui exportent des métaux, des minerais, des pays miniers, ou des pays qui se contentent d'exporter des produits agricoles. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. L'Arabie Saoudite, elle s'en sort bien. Le Niger qui exporte du coton voire de l'uranium, ça suffit pas à assurer le développement du pays. Donc cette division internationale du travail est illustrée aussi dans cette carte. En rose, les pays occidentaux plus la Chine, donc qui sont un peu les donneurs d'ordre, les États moteurs, ceux qui vont faire de l'économie de la qualité, l'économie de la connaissance. Envers les émergents, des fabricants qui essaient de rattraper donc les pays en rose, tels que les BRICS, plus l'Argentine, plus le Mexique, plus la Turquie, plus l'Indonésie aussi. Ensuite, les pays violets exportateurs de pétrole, spécialisés dans les hydrocarbures. Et puis en marron, des pays qui exportent des matières premières. Et puis enfin, les pays les moins avancés qui n'ont pas vraiment trouvé leur place dans cette division internationale du travail. Vous voyez aussi les flèches bleues qui sont les délocalisations d'entreprises. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis pour les commentaires que vous pouvez laisser. Voilà, je vais bientôt faire une troisième vidéo qui portera sur les zones actives et les zones peu concernées par la mondialisation. Merci beaucoup et à bientôt.